Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo qui inaugure une catégorie un peu particulière dans ma chaîne, puisqu'elle sera totalement consacrée à une de mes séries favorites, X-Files. X-Files qui est un monument de la série télé des années 90, un monument du fantastique et carrément un monument de la pop culture. Et je ne vous cache pas que c'est un marathon que j'appréhendais un petit peu, parce que ça fait quand même plus de 10 ans que je n'avais pas revu la série, et c'est d'autant plus étonnant que je m'étais octroyé ce coffret Blu-ray qui propose d'ailleurs un travail de remasterisation vraiment très remarquable. Je l'avais déjà noté à l'époque, j'avais quand même vu, j'ai quand même revu quelques épisodes, et l'épisode pilote déjà qui s'ouvre par un plan nocturne qui nous saisit par ses aplats noirs en haute définition, non parasité par des éléments qui trahiraient son âge. Et puis même les effets spéciaux ont pu être retravaillés. Je l'ai lu récemment que les effets spéciaux ont ainsi bénéficié d'un travail de... on a apporté de nouvelles textures 3D. Ça leur donne un petit coup de polish comme ça qui est très appréciable. Par exemple, c'est très manifeste sur un épisode qui s'appelle Espace, et dans lequel vous aviez un visage extraterrestre qui se superposait au visage d'un cosmonaute avec un effet d'étirement comme ça. Et si vous compariez l'effet dans les années 90 et puis l'effet maintenant dans les Blu-ray, vous voyez vraiment une différence très manifeste. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas les coffrets Blu-ray, sur la chaîne Disney+, c'est cette nouvelle restauration autour de la série que vous pouvez déguster. Alors, je me suis longtemps posé quant à la pérennité de la série, c'est-à-dire qu'X-Files, c'est une série dont je ne vois pratiquement pas d'héritier. Il y a des choses qui peuvent faire penser un petit peu à X-Files, dans l'ambiguïté des histoires, dans la volonté de peut-être pas fermer toutes les sous-intrigues, comme dans le cinéma de Jordan Peele. Mais à chaque fois, je me dis, ouais, c'est peut-être davantage la quatrième dimension, en fait, qui est une source d'influence pour l'auteur. Et c'est d'autant plus évident, en fait, que Jordan Peele, par exemple, je crois qu'il est derrière les producteurs du revival de la quatrième dimension. Ça m'arrive de repenser à X-Files, en fait, quand je découvre d'autres films. Par exemple, alors c'est une référence qui va pas parler à grand monde, c'est The Victim de Ringo Lam. The Victim, c'est aussi un film un peu particulier dans la carrière de Ringo Lam, qui n'a pas tellement tâté du fantastique. Donc The Victim, c'est un film qui navigue dans différents genres, en fait. On commence dans le domaine du thriller, avec une histoire d'enquête autour d'un informaticien qui est kidnappé et qu'un policier va retrouver ligoté, pendu par les pieds, si je me souviens bien, dans un hôtel qu'on dit hanté par le fantôme de son ancien propriétaire. Et effectivement, ce informaticien va avoir un comportement extrêmement étrange. Et puis, du fantastique, on bascule un petit peu à l'horreur, et puis on revient vers le policier. Donc, je vais pas vous déflorer l'intrigue, mais il y avait comme une ambiance un petit peu délétère, voire un peu dépressive, qui me rappelait un petit peu cette ambiance qu'on voit dans la plupart des épisodes d'X-Files, qui est une série au rythme qui peut-être embêter les gens qui sont pas habitués à regarder des choses un peu plus anciennes. Vous avez un rythme que je ne qualifierais pas de lent, mais peut-être d'indolent. Et j'ai été très rassuré quand j'ai montré l'épisode pilote à mon fils, qui a une dizaine d'années. Donc, mais après, il est habitué aussi à mélanger, différentes époques dans les programmes. Donc il a été très happé par l'histoire de ce pilote d'X-Files, et puis par les épisodes qui ont suivi. Et je dirais même que X-Files c'est une excellente porte d'entrée dans le fantastique et dans l'horreur. Après ça reste quand même une horreur quand même, c'est pas la mouche de Cronenberg, donc c'est pas extrêmement graphique, quoiqu'il y a des épisodes, peut-être que je vais réfléchir à deux fois, l'épisode de Contamination, pour ceux qui connaissent, avec les pustules qui explosent, bon, je vais peut-être attendre un petit peu. Mais c'est très rassurant, parce que l'héritage d'X-Files pose question. Alors, c'est vrai que il s'est passé quand même 30 ans depuis le premier épisode d'X-Files. 30 ans, 3 décennies, autant de chocs télévisuels. Je compte plus le nombre de séries qui m'ont marqué. Je fais partie de ceux qui ont adoré Lost, Watchmen, la saison 1 de Fargo, Dexter. Donc, j'en oublie plein. Et d'ailleurs,
il faut quand même noter à quel point la série télé, elle a totalement transformé en fait l'approche des différents médias pour raconter des histoires. Donc c'est évident au cinéma, avec des franchises, Marvel, peut-être Mission Impossible, Fast and Furious aussi, je trouve quand même que ça se découpe vraiment comme une série télé. Et puis, évidemment aussi dans les jeux vidéo, il s'avère qu'actuellement je suis en train de jouer à un jeu qui s'appelle Alan Wake 2. Alan Wake 2 qui fait suite à un Alan Wake qui m'avait déjà marqué par sa propension à intégrer en fait les codes de la série télé, notamment chaque chapitre du jeu se terminait par un cliffhanger, et ensuite du coup vous y accrochez à votre manette pour enquiller la suite, et puis dans le chapitre suivant vous avez un résumé de ce qui se passait précédemment. Donc les fameux previously qu'on retrouve aujourd'hui dans les séries télé. Et puis même dans les émissions de cuisine sur la 6, maintenant c'est découpé comme une série télé avec des cliffhangers, des points culminants, des histoires parallèles. Même dans des interviews, et les vidéos combinées sont découpées comme des séries télé. Vous avez les premières secondes en fait où l'interviewé va aligner comme ça les phrases choc, donc c'est le montage qui permet ça, et qui donc donne envie à la personne de rester peut-être un peu plus longtemps, de l'accrocher. Attention, dans ce que vous allez suivre, il va raconter ça, ça, ça. Donc mon interrogation autour de la pérennité de la série X-Files est d'autant plus surprenante que dans les années 90, c'était impossible de passer à côté d'X-Files. Même si votre grand-mère était abonnée à Télé 7 jours, vous ne pouvez pas couper à X-Files. Il y avait des couvertures partout. Évidemment, dans les magazines spécialisés, tels Mad Movies ou sa petite sœur Impact. Et ma mère, qui a fait une carrière très honorable en tant qu'institutrice, en tant que bonne institutrice, elle était abonnée à un magazine qui s'appelle Télérama, et un peu considéré comme soit un magazine pour un télo, ou je l'ai lu récemment et ça m'a fait un peu de peine, j'ai un journaliste cinéma, magazine de gauchiste de Curton. Et figurez-vous que c'est Télérama qui m'a fait découvrir la série, parce que évidemment je lisais ce que lisaient mes parents, et il y avait des chroniques très positives sur la série. Donc c'est pas qu'un magazine qui égratine les mangas. D'ailleurs c'est aussi Télérama qui m'a fait découvrir Miyazaki. Donc voilà, oui, Télérama, c'est les Glen Royal, manga. Bon, il s'est passé 30 ans depuis, il faut savoir tourner la page, et un magazine, dans les magazines, il y a différentes plumes, différents journalistes. Donc c'est pas un article qui vous déplaît, qui veut forcément dire que c'est la ligne totale éditoriale de la revue. Enfin bref, passons, je m'écarte du sujet. X-Files, c'est une série qui a beaucoup influencé donc le cinéma des années 90. Voilà, j'ai sélectionné par exemple Relic de Peter Hyams. Relic d'ailleurs emprunte aussi sa structure narrative avec un prologue dans lequel une grosse bébête se cache dans la cale d'un bateau, et ensuite dans une caisse, et cette caisse on va la retrouver dans les sous-sols d'un musée. Vous avez dedans un couple d'enquêteurs, vous avez de nombreuses scènes où il y a le faisceau de la lampe torche qui balaye l'obscurité. Vous aviez aussi Complot de Richard Donner, à mon avis, qui a été monté grâce au succès d'X-Files, dans lequel Gibson incarne un complotiste qui échafaude des théories souvent un petit peu farfelues, et puis l'une d'elles s'avère être tout à fait véridique. Et au niveau de la série télé, vous y avez Slider, vous aviez Buffy, le revival d'Au-delà du réel qui est arrivé en 96, et évidemment au cinéma, une ribambelle d'invasions extraterrestres, on les compte plus, Men in Black, The Arrival, Independence Day, Mars Attacks, bref. Tout ça, ça a vraiment contaminé les années 90, je pourrais même citer Mystère, présenté par Jacques Pradel. Et pourtant, qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui d'X-Files ? Je ne sais pas. Oui, peut-être qu'on pourrait essayer de l'aborder sous l'angle du complotisme, ou de la paranoïa aussi. Paranoïa d'ailleurs, qui est un héritage des années 70 avec le scandale du Watergate, la démission de Nixon et évidemment l'assassinat de Kennedy. Par ailleurs, Chris Carter n'a jamais caché l'influence des hommes du président d'Alain Ginpakula. Et d'ailleurs, il reprend pour le personnage de l'informateur de Mulder, Gorge Profonde,
qui est le nom qu'avait donné le journaliste Woodward, qui avait donc utilisé ce nom pour citer en fait un informateur hein, qui lui expliquait ce qu'allait devenir le scandale du Watergate, et c'est évidemment un clin d'œil en fait à un film porno qui était sorti à la même époque et qui avait fait scandale, et puis qui avait été un carton monumental. X-Files a aussi été très marquante pour ses velléités cinématographiques, hein, que ce soit par la qualité des éclairages, par la composition des cadres. Et ça, quand je vais aborder épisode par épisode la série, on va y revenir. Et c'est d'autant plus étonnant que finalement, une des séries peut-être qui a peut-être pas initié X-Files, et peut-être que elle n'a pas autant marqué Chris Carter que ça, parce que ici surtout Cold Check, les dossiers brûlants, dans lesquels on suivait un enquêteur spécialisé dans le paranormal qui traquait les loups-garous et les vampires. Mais moi j'ai beaucoup pensé à Twin Peaks, d'abord parce que Twin Peaks, ça se passe dans une forêt avec un enquêteur du FBI, donc il enquête sur un meurtre et il se retrouve au contact d'habitants, d'autochtones dont certains sont assez cocasses en fait, hein, assez excentriques. Et X-Files, il s'avère que beaucoup de loners, donc les loners, ce sont les épisodes qui se détachent de la mythologie, des épisodes qui peuvent être regardés de façon indépendante. La mythologie, vraiment, c'est 1-2 épisodes au début de saison, 1 ou 2 au milieu et 1 ou 2 à la fin, ce qui est pas grand-chose en fait, parce que vous y avez quand même 24 épisodes par saison. Et dans X-Files, vous avez ces épisodes qui se déroulent souvent dans une petite bourgade, voilà, une petite ville d'Amérique, ce qui est d'ailleurs une chose intéressante, parce que on n'a pas vu l'extraordinaire variété de décors là-bas. Même si la série finalement en fait est tournée à Vancouver, au Canada, pour des raisons économiques, et aussi parce que il y a beaucoup de lieux d'extérieur qui ressemblent aux États, à certaines villes des États d'Amérique. La série d'ailleurs, tout comme Twin Peaks, donne une belle prédominance à la forêt, aux arbres. Donc vous savez que la forêt, les arbres, c'est un élément qui va de pair avec le fantastique et l'horreur. Et puis dans X-Files, outre l'intégration d'un acteur qui jouait déjà dans la saison 2 et 3 de Twin Peaks, donc saison 3 qui est arrivée très tardivement, hein. Mais il y avait déjà David Duchovny dans le rôle d'un agent du FBI, un agent travesti, l'agent Dennis, qui d'ailleurs devient donc Denise. Et puis vous avez beaucoup d'autres acteurs de Twin Peaks qui vont apparaître dans la série et qu'on citera au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est marrant que finalement c'est Twin Peaks qui a une vraie qualité esthétique encore plus poussée dans la saison 3. Et ben c'est celle qui finalement continue encore à influencer les créateurs. Alan Wake 2, donc je suis en train d'y jouer en ce moment, hurle ses références à Twin Peaks saison 3. Hein. Donc quand on passe de scènes horrifiques à des moments complètement autres, où on est dans un studio de télévision, dans une émission, voilà, filmée avec des acteurs réels, on est complètement perdu, mais ça reste extrêmement fascinant. Voilà, il y a des concepts un peu bizarres comme cet antre mental. Donc c'est des choses qui ont totalement contaminé le Remedy, donc le studio à l'origine d'Alan Wake. Alors que Twin Peaks, à part donc cette saison 3, hein, qui est encore une fois très différente, elle a quand même un côté très soap, très 4/3 format carré, les acteurs sont filmés en plan rapproché. Alors oui, X-Files aussi gardait ce format carré dans les 5 premières saisons, parce qu'à l'époque, bon, c'était la norme à la télé, mais elle avait vraiment des velléités cinématographiques, hein. Vous avez beaucoup de plans d'ensemble, des plans larges, des contre-plongées, de la plongée, donc, et puis encore une fois un travail sur l'éclairage qui va se voir d'ailleurs dès l'épisode pilote. Alors l'épisode pilote qui s'intitule Nous ne sommes pas seuls est écrit par Chris Carter. C'est un épisode historique qui pose les bases, son atmosphère et donc son duo vedette, même s'il manque le générique et le thème iconique de Mark Snow. Donc Mark Snow, je m'arrête 30 secondes, c'est aussi l'auteur de la musique et du thème du générique de Millennium, hein, la série jumelle d'X-Files que Carter a initié en cours de saison 2 ou 3. Et si vous êtes curieux de connaître un petit peu son travail, je vous recommande ce qui est pour moi son travail le plus remarquable.
C'est un compositeur sous-estimé, Mark Snow, hein. On y reviendra aussi pendant les épisodes. C'est la musique qu'il a écrite pour le deuxième film, I Want to Believe, film très discutable, mais avec une partition tour à tour inquiétante, étrange, une atmosphère pesante, et puis parfois elle est épique, et puis t'as des morceaux qui sont aussi bouleversants. Donc vraiment, vous pouvez y aller, et à savoir que Mark Snow a été repéré par un certain Alain Resnais, et oui, le réalisateur français de On connaît la chanson et du formidable Nuit et brouillard. Alain Resnais avait recruté Mark Snow pour ses derniers films, et il faut savoir aussi que Alain Resnais était très fan de Millennium. Il avait dressé des louanges en fait à Lance Henriksen. Donc je vous laisse trouver l'interview, hein. Vous googlisez le nom de Alain Resnais et puis Lance Henriksen, vous retrouvez ça très très facilement. Savoir qu'Alain Resnais c'était aussi un passionné de comics et de Batman, ça je l'ai lu récemment et ça m'avait bien fait marrer. Donc cet épisode pose les bases de la mythologie, hein, donc la quête de Mulder pour retrouver sa sœur, ses histoires d'enlèvement extraterrestre, et puis aussi ce fameux implant en fait que Scully va trouver dans le cadavre, dans un cadavre totalement difforme, hein, une séance d'autopsie évidemment qui va en amorcer plusieurs autres dans les épisodes suivants. D'ailleurs, c'est un épisode qui cumule quand même beaucoup de décors qu'on trouve de façon récurrente, hein, dans les récits d'horreur. Donc vous avez le cimetière, vous avez la forêt, l'hôpital psychiatrique. C'est vraiment les lieux communs qu'on trouve dans les jeux vidéo, hein, c'est-à-dire dans les jeux vidéo, il y a énormément de niveaux qui se passent dans un métro, dans les égouts. Ça aussi, c'est bon. Voilà, je trouvais ça assez amusant. Ce pilote cherche vraiment à mettre le paquet. Donc on y repère en fait tout ce qui fera le sel de la série, hein, donc une atmosphère particulière qui privilégie les scènes nocturnes. Encore une fois, c'est aidé par une qualité photographique, une ambiance digne d'un long métrage avec des éclairages très élaborés. Les dialogues qui sont un peu longs sont très bien écrits. C'est assez particulier les dialogues dans X-Files, hein. Vous avez beaucoup de monologues qui ressemblent parfois à des litanies. On est vraiment c'est le chaînon manquant, si vous voulez, entre le langage courant et puis on est presque dans la prose littéraire. Et ça passe très bien, et c'est surtout très aidé en fait par la mise en scène, par le découpage et aussi par le travail de scénographie. Et ça, j'y reviendrai. Il y a des épisodes où ça m'a vraiment marqué en les revoyant, comme quoi c'est extrêmement travaillé en fait sur les déplacements des acteurs pendant leur tirade. Donc il y a un dialogue comme ça dans le cimetière où Mulder va carrément résoudre l'enquête, et puis pour capter l'attention du spectateur, ils foutent le paquet, hein, les éclairs, la pluie, de nuit, dans le cimetière, donc voilà, faut pas en jeter plus. Alors, au niveau des petites anecdotes quand même, on pose quand même quelques caractéristiques des personnages. D'abord, Mulder est friand des petites graines de tournesol. Il s'avère que c'est un petit péché mignon en fait de Chris Carter et qu'il a voulu insuffler dans le personnage. Sauf que David Duchovny déteste ça. D'ailleurs, les graines de tournesol, on va les voir peut-être 2-3 fois en cours de la saison 1, ensuite peut-être une fois ou deux dans les saisons 2 et 3, et puis ça va disparaître très vite, hein. Tout comme les lunettes de Mulder, on le voit porter des lunettes, et on le verra encore 2-3 fois, mais finalement après ça va vite lui passer. Et Carter va insuffler comme ça d'autres éléments autobiographiques, hein, comme par exemple la date de naissance de Scully, qui se correspond à la date de naissance de sa femme. Donc voilà pour cet épisode très sympa qui n'est pas encore, hein, du niveau des hautes sphères de la saison 1. Maintenant, je vais quand même révéler un petit peu les moments forts de l'épisode, hein. À chaque fois, je vais vous révéler ce qui sont pour moi les moments très impactants. Donc parfois c'est un plan, une idée, un concept. Là, dans cet épisode, vous avez l'ouverture du film, en fait, que même si les effets ont un petit peu vieilli, on n'oublie pas, avec le tourbillon de feuilles, le halo lumineux qui précède la disparition, les marques rouges aussi sur les victimes de l'enlèvement, Mulder au volant de sa voiture qui traverse une sorte de champ magnétique qui va lui faire perdre 9 minutes, donc la présence aussi de l'homme à la cigarette, Cancerman en VO, qui est un poil plus mortifère, hein, vous en conviendrez. Et puis donc l'appelant, l'autopsie, j'en ai déjà parlé. Et puis aussi le plan final en fait où l'homme à la cigarette range le petit implant
prélevé sur une victime, il va le ranger dans une espèce de hangar secret, donc c'est sans doute un hommage au premier Indiana Jones, hein, avec l'Arche d'Alliance qui est rangée dans un gigantesque hangar où on a un paletier qui s'allonge à perte de vue. Donc que ajouter d'autre à ce pilote? C'est qu'il est réalisé par Robert Mandel, donc qui n'a réalisé que cet épisode. Il s'avère que c'est un ami de Chris Carter, et puis vous le connaissez sans doute en fait, hein, c'est le réalisateur d'un film culte des années 90, The Substitute, avec Tom Berenger. Donc The Substitute, qui est une histoire officieuse du Punisher en fait, dans le milieu scolaire. Voilà. Et c'est tout, et je vous dis à très vite, et à mon avis on va aligner une petite chronique sur 5-6 épisodes d'affilée. Allez, à bientôt, ciao.